Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo assez spéciale aujourd'hui. Je suis en Belgique accompagné de Yvan, que j'ai rencontré lors d'un événement à Paris, événement que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, avec Yvan aujourd'hui, alors ça a été un échange assez intéressant. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'immobilier, on a parlé de bourse, on a parlé d'entrepreneuriat, donc c'est notamment les trois piliers d'enrichissement. Et donc la particularité, ou en tout cas le point commun que j'ai avec Yvan, c'est que on est tous les deux salariés, mais on n'est pas que salariés, on a tous les deux des projets connexes par rapport, enfin, qui vient se connecter à notre parcours salarial. Donc tu auras l'occasion tout à l'heure, dans le courant de cette vidéo, de découvrir les différents projets sur lesquels Yvan a travaillé, donc l'immobilier, projet sur lequel il a travaillé, qui a vu le jour et qui fonctionne très bien. En ce moment, il travaille particulièrement sur la bourse et donc il est en train d'être formé sur la bourse au travers de la formation de Easy Finance Academy de Happy Global. Donc ensuite, on a parlé d'entrepreneuriat et vers la fin de mindset. Donc c'est un échange euh, assez long mais très très intéressant. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin parce qu'il n'y a rien de plus inspirant que le parcours d'une autre personne qui viendra tout simplement compléter ce que tu as envie de faire, ce que tu as commencé à faire, ce que tu es en train de vivre dans ton quotidien en ce moment. Donc voilà, donc je t'invite à t'abonner si tu me découvres sur cette chaîne, si tu me découvres en tant que si tu es salarié et que toi aussi tu sens que le salariat, en fait, c'est pas le salariat ne te rendra jamais riche et que tu souhaites un jour basculer vers l'entrepreneuriat, eh bien c'est maintenant qu'il faut commencer à poser les bases, à poser les bases pendant qu'on est encore salarié. C'est ce que Yvan et moi avons entrepris. On n'a pas attendu de virer notre patron avant de se lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. On a commencé à se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que salarié et pour un jour pouvoir être de plein pied dans l'entrepreneuriat. Donc cet échange va être très intéressant, tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc je t'invite à te poser et à te mettre assez confortable pour nous suivre jusqu'à la fin car je pense que les informations les plus importantes, les pépites sont à la fin de cette vidéo et un peu partout au courant de cette vidéo. Donc c'est parti pour cet échange. Bonjour Yvan, comment vas-tu? Merci Arcel, merci d'être venu en Belgique. Bienvenue en Belgique. Merci, merci. Et ça me fait plaisir que tu viennes en Belgique pour pouvoir faire cet entretien qu'on avait justement discuté au mois d'août. Exactement, au mois d'août, ouais, c'est vrai que c'était prévu depuis. Donc je t'avais dit dans le fait c'était pas possible parce que je devais rentrer au pays et tout ça. Donc là je suis revenu et on s'est dit ce serait vraiment le moment de faire cet entretien. Exactement. Ouais. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ah d'accord, oui, bon, c'est Yvan, et je suis en Belgique, je fais mes études en Belgique, je travaille en Belgique, et je suis dans le domaine de la maintenance des bâtiments. Ok, Et, maintenance et gestion des bâtiments, donc c'est plus pour maintenir les bâtiments en ordre, fonctionnels. C'est boulot assez plein dans la journée, j'aime bien. ok. Est-ce que tu interviens aussi en cas d'une panne, d'un dysfonctionnement ou d'un sinistre? Les pannes de bâtiments, ça dépend des occupants du bâtiment. Ok, Donc, on reçoit des appels pour pouvoir euh, résoudre les problèmes de chauffage, ok, problèmes sanitaires, ça varie quoi. Donc ok. ce sont des journées assez variées. Tu arrives au boulot, tu sais pas très bien ce qui t'attend dans la journée. Ok. Donc si je comprends bien, tu es un technicien ou c'est toi qui fais intervenir le technicien? Je fais intervenir des techniciens. D'accord. Je gère une équipe. Ok. Et donc, je suis en fait la personne qui reçoit les demandes et après, en fonction de la demande, du corps de métier, Ok. et j'ai les techniciens que je mets sous tel ou tel problème pour pouvoir résoudre, quoi. D'accord. Donc tu reçois l'appel en fonction de l'appel. Donc tu es le manager d'une équipe, Ouais, tu manages une équipe, c'est ça. mais c'est pas une équipe de techniciens, c'est une équipe. C'est une équipe de techniciens. D'accord. C'est une équipe de techniciens, mais aussi qui reçoit des supports de contractants externes quand le problème est beaucoup plus conséquent, Ok. que les techniciens ne peuvent pas, en fonction du nombre. Donc on fait appel à des contractants externes pour pouvoir nous donner support pour non, c'est Ok. assez. Donc la partie aussi trouver les contractants, gérer les contrats, gérer les équipes. Donc j'apprends. Ok. Franchement, Et tu as fait quoi comme étude pour être aujourd'hui manager dans ce domaine? en fait, moi j'ai fait des études d'ingénieur industriel, Ok. spécialité électromécanique, ici en Belgique. Et c'est très polyvalent, tu as l'électricité, en fonction de là où tu te sens le plus à l'aise, en fait, c'est assez ouvert, quoi. Ok, Donc, ça marche. c'est assez ouvert. Ok.
Alors, donc, pourquoi on décide de faire cet entretien, cet échange aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que, comme Yvan, donc si tu me suis depuis, tu remarques, je le dis souvent, je suis salarié, mais pas que, je suis également entrepreneur à ma petite échelle. Donc, c'est également ce que Yvan fait. Justement, on s'est rencontrés à un événement sur l'entrepreneuriat de façon générale à Paris. J'avais fait même une vidéo là-dessus, donc je peux te la mettre ici si tu vas la regarder. Ça va. Ouais, donc c'est à cet événement, au cours de cet événement, on parlait de bourse, que j'ai rencontré Yvan, avec lequel on a gardé contact. Donc Yvan, depuis ce temps, a progressé dans le secteur de la bourse. Si je ne me trompe pas, Non, c'est c'est ça. ça, c'est Il a progressé dans le secteur de la bourse. On va parler dans cette vidéo de bourse, donc avec quelqu'un qui s'y connaît, qui pratique depuis quelques temps. Et ensuite, on va parler d'immobilier également, de par l'expérience d'Yvan dans le secteur de l'immobilier. En Belgique En Belgique. En Belgique. En Belgique. Ok. Donc, on va parler de ça. Et moi, je vais également apprendre parce que la bourse et l'immobilier, c'est deux domaines dans lesquels déjà. Sur les pays d'enrichissement. Exactement. Voilà. Donc, il y en a trois, mais c'est c'est deux des trois piliers d'enrichissement. Donc, lui, autant dire que ton avenir est tout tracé. Écoute, j'essaie juste déjà l'immobilier, moi j'aime bien. Mhm. C'est vrai que j'ai commencé par l'immobilier parce que j'avais envie après les études, tu commences à travailler. Après, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que tu fais en plus, quoi. Donc, C'est ça. j'avais vraiment l'envie de faire quelque chose en plus. C'est ça. En gros, ne pas avoir une vie médiocre, quoi. C'est pas mettre au boulot de dos et puis Voilà, c'est je ça. voulais vraiment le soir réfléchir sur d'autres choses, Ouais. faire réaliser quoi. Ouais. Donc l'immobilier c'est très concret. Ouais. Et donc je me suis lancé dans l'immobilier en Belgique. Ok. Et après ça, déjà même dans l'immobilier, j'avais déjà des comptes que j'avais ouverts comme ça dans des applications pour les échanges boursiers. Des comptes Non, des comptes dans les applications, tu as Trade Republic par exemple, tu as des Giro, donc j'avais un compte dans ces applications. Ok. Alors, ce que je te propose, Ouais. c'est soit on commence par immobilier, ensuite Ouais. on va basculer sur la C'est ça. bourse, ou inversement, comme tu veux. On peut commencer par l'immobilier. On va commencer par l'immobilier. J'ai commencé. Après, voilà, on dit que la pierre aussi ne tombe jamais, puisque elle Voilà. tombera toujours sur quelque chose. Donc, du coup, je disais, donc voilà, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'intéressait, donc parce que je voulais quelque chose de concret. Mhm. Et l'immobilier aussi, voilà, c'est un pilier d'enrichissement, on le sait. Je ne veux pas dire que c'est une valeur sûre, mais au moins, il y a une fluctuation au niveau des prix de l'immobilier qui font que par saison, ça peut varier par saison. Voilà. D'accord. Donc, j'ai commencé par l'immobilier. Donc, tu fais tes études en quelle année? J'ai fait mes études en 2016. 2016. Ok. Et je commence à travailler en 2017. Ok. Et un an après, ouais. Voilà. Et après, à partir de quel moment, à partir de combien d'années de travail, tu décides de te lancer dans l'immobilier? 3 ans après. 3 ans après? 3 ans après. Ok. Et tu te lances immédiatement sans. J'essaie de m'informer comment ça se passe en Belgique. Donc là, on est en 2020, 3 ans après. Ouais, 2017-2020. C'est Ok. ça. Donc, allez, 2019-2020, tu vois, la période de Covid. Covid, ouais. Donc, il y a cette transition dans la maison. Voilà, tu te dis, bon, il faut être un peu actif. Bien sûr. Et donc, je commence un peu à regarder en Belgique. Où est-ce que je peux déjà acheter? Qu'est-ce que je peux acheter? Et je ne connaissais pas grand-chose. C'est vrai que j'avais un entourage qui avait déjà commencé, donc c'est plus facile C'est vrai. d'aller vers eux, de poser des questions. Comment est-ce que tu as acheté ton premier bien? Comment est-ce que tu as fait des travaux? Quels sont les pièges? Ok. Donc parce que je voulais pas, parce qu'en Belgique, tu as des frais de notaire, des frais de la banque. Je pense que c'est un peu partout. Ouais, bah, comme en France aussi. Voilà. Et donc du coup, je voulais pas faire un mauvais achat. Mhm. Donc j'ai pris une formation. Bien que j'ai suivi les conseils de mon entourage, j'ai pris une formation et je me suis formé parce que je voulais éviter éviter de perdre le maximum d'argent, quoi. Ça, c'est sûr. Donc je me suis formé et j'ai pris une formation sur peut-être 6 mois. Ok. C'est une formation où Quand même. tu as un coaching, tu es suivi, tu poses tes questions, tu as des entretiens face-to-face. Ok. Donc vraiment, on te suit un peu plus sur ton projet. Et puis, même si j'avais déjà des notions par rapport à mon entourage qui m'avait dit fais comme ça, D'accord. des pistes. Mhm. Donc voilà, pendant la formation, j'ai acheté, quoi. D'accord. J'ai pas attendu la fin de la formation parce que je voulais concrétiser un projet. Je me suis dit bon, quoi, voilà. Très intéressant, très intéressant. Tu décides de te lancer dans l'immobilier. Ton entourage fait de l'immobilier, tu te renseignes, tu fais même mieux, tu vas jusqu'à prendre une formation, et avant la fin de la formation, une formation qui, d'après ce que tu me dis, coaching et tout ça, donc très qualitatif, je suppose, comme formation. Exactement. Avant même la fin de la formation, tu décides d'acheter, de te lancer concrètement, donc tu Ouais, achètes un bien immobilier. Exactement. Ok, donc il n'y a rien de plus pratique en fait. Donc, Non, pendant la formation, je faisais mes recherches, ok, bien sûr avec les paramètres qu'on nous apprend dans la formation.
l'information, comment ça peut l'information. Le paramètre clé que moi je voulais, c'était vraiment la localisation. C'est très important d'acheter un bien immobilier enfin, bien situé, parce qu'au niveau temps, ça prend de la valeur, et pour le faire louer ou bien pour aménager dans un premier temps, c'est plus simple, quoi. C'est beaucoup plus simple. Ça peut coûter plus cher, mais sur la durée, tu peux être gagnant au niveau localisation, quoi. D'accord. Et je vais peut-être faire un peu de publicité, mais je vois pas le problème puisque ça me paraît être une bonne formation. Là. D'où est-ce que tu l'as acheté ou ça vaut C'est une formation en Belgique, Real Estate in Belgium. Ok. C'est une entreprise qui est en Belgique, détenue par Elodie. Voilà, c'est une formation que moi je recommande parce que bon, moi je l'ai fait, il y a eu des résultats, il y a eu de l'accompagnement. Ok. Et donc, non, c'est une bonne formation. Ok, bah, je mettrai le logo voilà, de l'entreprise. Voilà. Moi je recommande parce que je l'ai fait. Ok. Bon, bah, n'hésitez pas si vous avez des hésitations à vous lancer dans l'immobilier, à contacter cette entreprise. Voilà. Donc, du coup, tu suis la formation, tu achètes ton premier immobilier. Jusqu'aujourd'hui, tout se passe bien ou enfin, je suppose que tu as dû rencontrer des difficultés Bien sûr. que tu as surmontées. Mais au moins, ça n'a pas été du gâchis, je suppose. Non, non. Donc, en plus, tu recommandes la formation, donc moi, je n'ai pas de problème. Non, pendant la formation, tu es suivi, mais quand tu es sur le terrain, C'est autre chose. tu veux faire autre chose. Ah, ok. Donc, du coup, parfois, il faut suivre quand tu fais une formation, il faut essayer de la suivre au maximum parce que tu prends l'expérience d'autres personnes. Ouais. Et donc, du coup, ça te fait gagner du temps. Ouais. Donc, moi, j'ai pris un bien où moi, je voulais tout faire. Donc, j'ai tout rénové, tout. Au début, c'était un gros challenge, épuisant. Mais finalement, c'est bien passé à la fin. Parce que pendant le process de travaux, l'achat s'est bien passé. Maintenant, pour la partie travaux, le choix des artisans, c'est très important. Et donc, moi, j'ai commencé quand j'ai acheté, enfin, la partie achat, processus d'achat, on vous apprend à faire des offres, à faire des contre-offres. Franchement, j'ai appliqué ce qu'on me disait dans la formation. Même avec les clauses suspensives, je mettais 8 semaines, alors que parfois c'est un peu difficile. Mais finalement, tu vois que c'est accepté, tu dis, oh, ça fonctionne quand même, quoi. Donc, ok. Alors là, si tu devrais me faire, parce que moi je ne connais pas, en tout cas pas encore, si tu devais me faire un résumé, ou en tout cas les grandes étapes dans l'acquisition d'un bien immobilier, on va dire en Belgique, puisque c'est l'expérience que tu as, c'est quoi les grandes étapes en passant de la banque au notaire, l'achat, les grands intervenants, voilà, qui intervient, qui n'intervient pas, qu'est-ce que tu vas faire toi, qu'est-ce que la banque fait, qu'est-ce que la banque ne fait pas, mais de façon résumée en grandes étapes. je commencerai par dire que en fonction de tes revenus, tu vas déjà savoir quelle est la marge, quelle est la capacité d'emprunt que tu peux avoir là. Donc, première étape, parce que tu ne vas pas chercher un bien à 400 000 euros si la banque te prête seulement 200 000, et si tu n'as pas les 200 000 supplémentaires pour. Bien sûr. Voilà. Donc, connaître ce qu'on appelle l'apport. L'apport. Ok. Donc, connaître sa capacité d'emprunt, c'est très important. Ok. Parce que ça va te permettre de définir vers quel type de bien tu veux aller. Et aussi dépendant de l'apport que tu as, ça peut, voilà. Connaître sa capacité d'emprunt. Après, tu vas à la banque qui définit ta capacité d'emprunt avec un taux, voilà, ce taux-ci, c'est celui-là. Tu commences tes recherches, tu commences à faire des offres, tu les visites, tu fais des offres, tu essayes, tu tentes des offres, bien sûr, qui sont dans la fourchette de ce que ton banquier t'a dit que tu peux être. Et si l'offre est acceptée, tu vas à la banque, enfin quand c'est l'offre acceptée, tu vas à la banque, il y a un accord, et puis vous rencontrez un notaire, et là tu payes les frais de notaire, après tu payes des frais d'acquisition, donc c'est parti, paiement, frais de notaire, paiement, attribution de la banque de ton prêt. Et après ça, si tu as dans ton projet immobilier la partie travaux, ce que moi j'avais, tu payes la partie, voilà, quand tu en as le bien, tu dois attendre bien sûr une période de 4 ou 5 mois, je pense, le temps qu'il y a des enquêtes au niveau notariat, que les documents soient faits, et donc du coup, après quand l'acte de vente est fait, bon, là tu es propriétaire, quoi. Okay. Après ça, tu as la partie travaux si tu as prévu les travaux. Mais la partie travaux, ça c'est négocié, bien sûr, budget travaux avec la banque déjà. Donc tout est déjà négocié à la banque avec le taux que tu as eu, les frais que tu as eu, le budget total. Donc tu commences la partie travaux. Après la partie travaux, il faut voir maintenant les choix des artisans, comment ça se passe. Tu fais les visites, les différentes visites, tu fais plusieurs visites d'artisans pour avoir les différents prix. Parce que c'est aussi très important, parce que si tu as un artisan qui est 15% plus cher qu'un autre, tu vas te poser des questions, c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs visites d'artisans. Voilà. Donc après, bien sûr, il
il faut contrôler, voilà, contrôler ce que les artisans font, pouvoir contrôler ton budget, Ok. travaux pour ne pas dépasser ce que tu as reçu de la banque. Ok. Donc, en gros, tu peux résumer ça comme ça. Ok. Et après, bon, quand les travaux sont finis, voilà, tu commences à payer très tôt. Ça dépend de comment tu t'arranges avec la banque. Tu as des différés, bon, il y a plusieurs techniques pour pouvoir pas payer tout de suite ton crédit. Donc, tu peux prendre un différé à la banque 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Donc, ça, il faut voir à la banque, avec la banque avant. Ok, très intéressant. J'aimerais revenir, je ne voulais pas t'interrompre, sur un point. Tu as dit qu'une fois que le bien était acheté, avant de devenir réellement propriétaire, il y a un délai de 5 à 6 mois qui se coule pour que le notaire fasse une enquête. En fait, tu fais c'est un acte de vente en fait. Si je ne me trompe pas, attends, ça fait 2 ans déjà. Tu fais, en fait, tu vois les propriétaires, tu leur proposes en fait, voilà ton offre, ils acceptent, ils envoient l'offre à le notaire, et ton notaire également est contacté. Enfin, tu envoies là aussi, tu contactes ton notaire pour dire que c'est ok, tu contactes la banque que les vendeurs ont accepté. Donc maintenant, les notaires, il y a cette période ouais, je sais pas, ouais, c'est un peu une enquête parce que les notaires entre eux, ils vont voir est-ce qu'il n'y a pas eu, c'est quoi le cadastre, tu as les trucs de cadastre, tu as les informations sur les travaux précédents que la maison a fait, s'il y a s'il y a des problèmes d'urbanisme. D'urbanisme aussi. Donc, du coup, tu peux avoir un bien de base qui a été transformé par le vendeur, mais il n'a peut-être pas déclaré à la commune ou à la mairie qu'il a fait les travaux. Donc, il y a cette recherche d'infraction urbanistique. Voilà. C'est le mot que je cherchais, quoi. C'est ça. Voilà. Alors moi, en effet, pour tout le monde, moi j'ai fait du droit de l'urbanisme. Et en effet, en Europe de façon générale, donc je vois qu'en Belgique ça se passe comme ça et en France c'est pareil, même si tu as ta maison ou ton appartement, tu ne peux pas décider de façon unilatérale comme ça de refaire la façade, sur la façade ou même les volets. Il faut que tu fasses une demande à la commune et que cette demande te soit autorisée avant de faire quoi que ce soit comme travaux, sinon en fait il y a des sanctions derrière. Donc, exactement. Donc c'est très important. C'est justement pour ça qu'il y a un certain délai avant l'acte de vente, donc avant la signature. Quoi. Donc il y a tout ce travail-là que les notaires font. Et donc pendant cette période-là, je posais des questions à mon notaire pour savoir si tout va bien, s'il y a un problème. Déjà, par rapport aux documents que j'avais reçus des vendeurs, tu les transfères chez ton notaire. Ils m'ont rassuré que tout va bien, tout est sous contrôle, il n'y a pas d'infraction. Dans mon cas, il n'y avait pas d'infraction, donc j'étais content. Ok, c'est bien, c'est bien. Donc, quand tout s'est fait, maintenant, quand tout est signé à l'acte de vente, tu es propriétaire, le jour-là, on te remet les clés. C'est vrai qu'il y a d'autres qui prennent des clés avant la signature de l'acte de vente. Dans la formation que j'ai faite, c'est un peu risqué parce que s'il y a un problème, tu as des clés avant, donc du coup, tu deviens un peu responsable. Donc, on attend vraiment l'acte de vente. Et dès que l'acte de vente est signé, 1 heure après ou même 30 minutes après, tu as les clés, tu es propriétaire. Ok. Voilà. Et c'est à partir de ce moment que tu peux commencer les travaux. Mais il y a d'autres qui commencent avant, mais ce n'est pas recommandé. Parce que tu peux commencer avant et tu as des problèmes. L'acte de vente n'est pas signé, tu as fait des travaux. Et si finalement la vente n'est pas faite, tu as perdu. Quoi. Ouais. Parce que tu n'es pas propriétaire de la maison, parce que l'acte de vente n'est pas signé. Ok. Voilà. Bon, alors, ça peut retarder l'échéance. Ok. Donc, toujours avoir les clés. Ce que moi j'ai appris, avoir les clés avant de commencer les travaux. D'accord. Comme ça, tu es pleinement responsable des travaux que tu fais. C'est comme ça que moi j'ai procédé. Ok. Alors maintenant, à propos des travaux, tu as besoin de quoi? Genre, tu rénoves un bien immobilier, tu as besoin de qui comme artisan? Des peintres, des électriciens. Électriciens, je suppose que non, puisque normalement l'électricité est censée être déjà présente, sauf s'il y a des petites modifications, des rectifications à faire. De quoi as-tu besoin comme artisan dans la rénovation d'un bien immobilier? En fait, ça dépend de ton bien. Hein. Si ton bien est déjà en règle, en norme, tu n'as plus trop besoin, en nombre par exemple d'électricité, de chauffage, ça va te faire gagner en fait des sous, parce que tu n'auras plus peut-être besoin de le remettre en ordre. Mais dans mon cas, j'avais besoin de mettre en ordre l'électricité, chauffage, refaire la peinture, en fait, tout quoi. Donc j'avais besoin d'un électricien, un chauffagiste, un plombier, des peintres, des menuisiers. Ah, quand même. Ouais, parce que j'ai refait toute cuisine, j'ai refait l'escalier, j'ai refait. Ah oui, tu as dû. Je suppose que le bien ne t'a pas coûté grand-chose à l'achat. À l'achat. Pour pouvoir refaire. Ouais, c'est ça.
Donc, en fait, c'est plus travaux où je voulais quand même quelque chose de correct. Et le bien, il était un peu vieillot aussi. Ok. Donc, du coup, l'idée, c'était d'acheter quelque chose de moins cher, de faire les travaux Pour lui donner de la pour valeur. le donner de la valeur, quoi. Ok. Donc, pour pouvoir répondre à ta question de quels sont les corps de métier, euh, vu que là, c'était vraiment une rénovation lourde, donc je voulais. L'important, c'est vraiment de partir de mon expérience, hein. C'est de partir vraiment sur une entreprise voilà, qui fait tout. Parce que ça va te faire gagner du temps. Ouais. Même si ça peut être plus cher, ça va te faire gagner du temps. Et si après tu veux le mettre en location, bah, tu es plus rentable en fait. Tu es tout de suite plus rentable, quoi. Surtout que dans mon cas, j'avais un différé. C'est quoi la différence? C'est-à-dire, donc tu fais un prêt immobilier près de la banque, Ouais. sauf que tu ne le payes pas immédiatement, c'est ça? Tu payes Comment pas. ça fonctionne? En fait, le différé, c'est simplement, tu payes. En fait, dès que tu as l'acte de vente, Oui. en fait, tu es censé commencer à payer le crédit, quoi. Ok. Le crédit total, intérêt plus capital, donc 1% du capital, quoi. Ok. Donc, du coup, la banque, j'ai dit à la banque que je faisais les travaux, donc j'avais besoin voilà, de pas tout de suite rembourser mon crédit total. Ils ont accepté de faire le différé. Parce que c'était mon premier bien, tous c'est des conditions de différé. Parce que c'est pas toutes les banques qui le font. Ok. Donc j'avais besoin de trouver une banque qui m'accorde le différé, quoi. Ok. Donc, le différé, c'est quoi? En fait, tu payes que les intérêts pendant 6 mois, 1 an, en fonction de ce que tu as conclu avec la À banque. partir de l'acte de vente, À partir de l'acte de vente. tu ne payes que les intérêts de la banque. Voilà, que les intérêts. Pendant 6 mois. Tout dépendant de ce que vous avez conclu. Dépendant de ce qu'on Voilà, a compris. c'est Ok. ça. Supposons que tu bénéficies de 6 mois, au bout des 6 mois, tu enchaînes avec le paiement du crédit. Exactement. Ok. Exactement. Donc, l'idéal pour moi, c'était de faire les travaux, de finir les travaux le plus rapidement possible dans la période de différé. Comme ça, je continue à payer les intérêts uniquement. Et si je mets le bien en location pendant ce différé-là, en fait, je paye que les intérêts, mais tu vois que tes locataires voilà, te font déjà couvrir le différé, le crédit. Alors, et donc, vu que tu ne payes pas la totalité du crédit, tu vois que ta marge est beaucoup plus importante, quoi. En effet. Voilà. En effet. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un différé d'un an. Les travaux ne sont pas passés comme je voulais. Ça a pris plus de temps. Bah ouais, justement, on va en parler. C'était quoi les plus gros challenges, les plus grosses difficultés dans ce parcours? Mais vu que moi j'ai tout refait, j'ai vraiment, c'était vieillot, il fallait que je refasse les carreaux au sol, parce que c'était un peu cassé. La cuisine voilà, c'était un bien qui était plus habité depuis 1 an. Donc du coup, c'était plus vide, enfin, il n'y avait plus de vie dans le bâtiment. Et il fallait vraiment voilà, le remettre en norme, l'électricité. Donc j'avais l'électricité à faire, j'avais le chauffage, j'avais tout. J'avais tout. Donc du coup, j'ai fait des recherches, j'ai fait des entrepreneurs qui font tout. Mais c'était assez cher. Donc dans le coaching, comme j'étais en suivi coaching, ils me disent non, il faut vraiment le faire. Mais quand tu es sur le terrain, tu te dis non, tu vas segmenter. Parce que si tu prends un électricien, après tu fais passer un chauffagiste qui ne se connaissent pas, c'est à toi de gérer en fait le fluidifier tout ça, quoi. Okay. Et vu que moi je n'ai pas d'expérience dedans, voilà, l'intérêt d'avoir une entreprise voilà, qui fait tout, qui sait que voilà, l'électricien doit passer avant, toi tu es là juste pour faire le suivi. Qu'est-ce que toi tu as fait du coup? Moi j'ai pris séparément. Et les difficultés se sont arrivées, l'électricité c'était pas ça. Après tu fais venir le chauffagiste, mais en fait tu vois que l'électricien n'a pas respecté la prise pour le chauffagiste. Ah oui. Et il y avait aussi voilà, et aussi, quand tu prends aussi des artisans qui sont pas dans la même entreprise, différés, il peut y avoir des conflits aussi entre eux, quoi. Okay. Dans le sens où il se dit que non, c'est pas lui qui a fait cette partie électrique, donc il peut pas commencer. Donc du coup, ton chantier prend un retard, quoi. Ouais. Et donc du coup, j'avais beaucoup de pression. Surtout quand tu travailles aussi, tu finis le boulot, tu dois aller sur le chantier, tu vois que ça n'avance pas, tu te dis mince. Ouais, j'imagine. Et donc du coup, je fonctionnais comme ça, mais c'était pénible. Et j'ai arrêté, je leur ai dit stop. Parce que ça avançait, mais à un moment donné, c'est vrai que je suis pas un carreleur ou un plombier, tu vois. Mais visiblement, j'ai dit, oh là, ça saute à l'œil que ça va pas, quoi. Ah oui. Et après, quand tu fais la remarque à l'artisan, il te dit non, c'est comme ça, mais en fait, toi, tu vois que c'est pas comme tu veux. En fait, il va faire comme toi tu veux. Okay. C'est toi qui manage, qui donne en fait le ton sur ce que toi tu veux et comment ça va être fait, quoi. Donc j'ai dit stop. D'ailleurs, maintenant tu me parles des artisans au pays. Donc la preuve c'est que même en Europe, c'est pas forcément t'as beaucoup tout carré et tout. Non, t'as beaucoup qui
voilà, qui bricole Mhm. et qui veut faire le maximum de sauts et moins de travail. Donc, Mhm. Exactement, j'étais allé rencontrer un entrepreneur aussi qui venait d'ouvrir une laverie de vêtements à laver. Et il m'a dit la même chose. Tu dis à un électricien de faire ça, et tu dis ok, il a compris, mais ouais, il fait autre chose. exactement. Donc il te fait autre chose, Ouais, et tu vas dire que non, c'est pas ce que je voulais, tu vois. Et ouais, tu es obligé de passer à un autre ouais, artisan qui te fait aussi ce que tu ne veux pas, ouais, et c'est ouais, très compliqué. c'est ça. Et donc, Tu du vas être coup, derrière eux tout le non, temps c'est clair, pour. c'est clair, c'est clair. Les week-ends, j'étais là-bas, Voilà. j'étais sur le chantier, ça, voilà, il fallait que je sois là pour que ça avance, quoi. Mhm. Et donc, du coup, j'ai mis stop, j'ai dit stop, quoi, ça avance pas, je perds, je prends du retard et ça va pas, quoi. Ok. Et dans mon entourage, j'ai eu la chance que j'ai eu un contact qui connaissait une entreprise Tu faisais tout. qui faisait tout. Il était aussi dedans. Donc, c'était voilà, un gage d'assurance. Et lui était chauffagiste. Donc, il m'a dit non, Yvan, il n'y a pas de problème. Voilà, on va reprendre le chantier, quoi. Donc, ils ont repris le chantier. Ça m'a coûté un peu plus cher. Donc, c'est pour ça que j'ai dit voilà l'erreur que j'ai faite de ne pas suivre ce qu'on m'avait dit en formation, tu vois. Donc tu as perdu du temps J'ai perdu et de l'argent. voilà, parce que c'était du temps et en plus j'ai dû repayer en plus pour pouvoir voilà, pallier à les erreurs que les autres avaient fait, quoi. Ouais. Donc là, ils sont venus. Franchement, ils ont tout repris. C'était juste. J'étais beaucoup plus tranquille, quoi. Parce que je voyais les choses avancer Mhm. et ça avançait bien. Et ils ont pu rectifier. Ça a pris du temps pour rectifier parce que parfois ils voulaient laisser tomber. Tu dis comme ah non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, voilà, il faut un peu les motiver. Mhm. Et finalement, ça s'est bien passé. D'accord. Donc voilà, il faut suivre en fait. Si tu prends une formation, parce que après ça, c'est la leçon que j'ai. Si tu prends une formation à la base, tu te dis que tu as envie de te faire accompagner et tu as envie d'éviter de faire les erreurs que les autres ont faites. Mhm. Mais quand tu es sur le terrain, parfois les émotions, l'envie de faire différemment, et pourtant on te dit non, on n'invente pas la roue, quoi. C'est comme ça, tu fais un gros chantier. Si c'est un petit chantier, oui, mais là c'était vraiment un gros chantier. Et voilà, voilà. C'est à la fin vers la fin que j'ai repris les idées par rapport à ce que j'avais appris, quoi. Ok.